Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On est mercredi et la date d'Erwan est toujours là, mais cette semaine, elle est un petit peu plus tard que prévu. Alors, Tonio Dodo, ne t'inquiète pas. Pourquoi il y a marqué 12h30 rendez-vous? Parce que d'habitude, c'est 12h30. Mais cette fois-ci, exceptionnellement, on l'a reculé de 2 heures parce que mon date du jour est en décalage horaire et pas qu'un peu. Il est à Los Angeles, il est là-bas 5h30 du matin. Et pour Bibi, pour Erwan et la date d'Erwan, en direct de son plumard, Samir Amoudi et ma date du jour. What's up, Mimi? Regarde, je ne vous mentais pas, il est dans son bed. C'est ça que j'attends d'une date, moi, c'est qu'elle soit dans son lit. Ah ouais, non, Et Samir, il joue le jeu à fond. J'espère que tu as mis un pyjama quand même. on est encore un peu habillé, tout va bien, mais c'est vrai qu'il est tôt, hein, donc dur, dur. Et je Bon, tiens à corriger merci, quand même, merci. c'est toi ma date, c'est pas l'inverse. Il est saignant, celui-là. Il est saignant. Et d'ailleurs, saignant, tu l'as été tout le week-end puisque tu as pu vivre de l'intérieur l'énorme event, l'énorme combat. Mais c'est plus qu'un combat, j'ai envie de dire. C'est vraiment un event entre le combattant attendu, entre Cyril Gane et Francis Ngannou. Quand je dis que c'est plus qu'un combat, Samir, c'est pour nous Français, on avait cette impression-là. Mais est-ce qu'au niveau international, il y avait aussi cette impression-là que c'était plus qu'un combat? Ouais, bien sûr, c'était un événement. Alors, il faut quand même prendre le prisme français. C'était surtout un énorme événement pour nous parce que c'est tellement rare qu'on ait un championnat du monde avec un Français à l'UFC, c'est la toute première fois. On avait Cheick Congo, qui avait fait mondial à l'UFC, mais qui avait jamais fait de championnat du monde. Donc évidemment que c'était un super truc. Maintenant, moi, c'est ce que j'ai dit tout au long de la semaine. Il faut aussi le prendre sur le prisme des États-Unis. Je vois qu'il y a Dana White derrière toi. Dana White, c'était pas si important pour lui. Dans le sens où il était en bisbille avec Francis Ngannou, qui a des problèmes d'argent entre eux, qui a des fins de contrat. Euh, Heu, donc lui, Dana White, il l'a pas, selon moi, aussi bien mis en avant qu'il aurait fallu cet événement. D'autant plus que c'est l'une des questions que je lui ai posées en compte, on y reviendra tout à l'heure, que c'était au milieu du plus gros week-end de NFL de l'année. Et c'était calculé, ça, selon toi? Non, c'était pas calculé parce que, la date, il l'a un peu subie, il avait pas trop le choix en termes, justement de contrat et puis, de contrat surtout avec, ESPN+. Mais, Mais c'est vrai que la promotion, il l'a pas comme il fallu et puis le fait de choisir Anaheim, comme, lieu de location, ça faisait, 3 ans qu'ils y étaient pas allés, et puis surtout qu'il y avait quand même un Camerounais face à un Français, 2 mecs qui venaient de France et qu'il aurait pu le faire à part. Tu te dis: «Bon, c'est vrai que c'est quand même un peu étrange la façon dont il a organisé tout ça». On va revenir un petit peu sur toi, sur ton week-end, que tu as fait. Donc tu es journaliste, pour RMC. RMC qui a couvert en long et en large l'événement. Raconte-nous un petit peu le raconte-nous un petit peu tout ce que ton rôle du week-end, un petit peu, enfin, un peu plus que week-end d'ailleurs. Alors déjà, c'est vrai, on avait un gros dispositif. Laurent Salvaudon, qui est le directeur de notre rédaction, il savait que c'était un enjeu majeur pour la chaîne. Donc, on a vraiment essayé d'avoir une couverture transversale et 360. Donc, je pense qu'on a vraiment arrosé comme il fallait sur le plan français. Il y a eu des documentaires, la télé a joué le jeu, la radio a joué le jeu, le site internet a joué le jeu et même BFM a joué le jeu. Donc, nous, vraiment, ce qui comptait, c'était de rendre cet événement le plus disponible au plus grand nombre en France. Parce que voilà, c'est quand même un championnat du monde pour un Français, donc c'était quelque chose d'énorme. Moi, dans la narration, et je l'ai dit depuis le début, ça fait presque 2 ans qu'on travaille dessus, mais Cyril Gane, c'est le Teddy Riner de l'UFC, c'est le Teddy Riner du MMA. C'est aussi le Tony Yoka. Voilà, ces trois-là, ils se ressemblent. C'est 3 monuments des sports de combat français. Ils ont tous les 3 une grosse image. Donc c'était important d'essayer de ramener Cyril à ce niveau-là parce qu'il le mérite. Encore une fois, hein, voilà, son ascension, elle est météorite. Ça fait 4 ans qu'il fait des sports de combat, 4 ans et demi. Ça fait seulement 2 ans qu'il est à l'UFC. Donc c'était important d'essayer de le monter en termes de hype, en termes de cote, en termes de reconnaissance. Et ça, je pense que ça a été réussi. Vraiment, on a fait tout ce qu'il fallait. Et puis, il fallait justement qu'on ait un impact. Parce que, encore une fois, on a beau dire ce qu'on veut, Erwan, tu sais, et je comprends les gens, vraiment, je les comprends. Mais nous, on est une chaîne payante, on est une chaîne à péage. Donc, le but, c'est d'amener aussi des gens chez nous. Certes, à regarder le combat, mais de les amener chez nous et
de les fidéliser. Donc voilà, qui est mise en place pour ça, amener les gens au combat et puis les amener à voir que RMC Sport était capable de gérer des gros événements, ce qu'on a fait, plein de fois et pas seulement que sur l'UFC. Alors, j'aimerais que tu racontes pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent un petit peu, parce que ça fait toujours un petit peu fantasmer quand on est un journaliste, quand on voit un journaliste couvrir cet événement-là. Toi, tu l'as commenté, mais quand on va couvrir un événement comme ça, on vient pas 1 heure avant le match pour commenter la réunion. Il y a tout qui arrive plusieurs jours avant, il y a des conférences de presse avant. Comment tu prépares tout ça? À quoi tu as accès, toi? Alors, il faut savoir qu'on est arrivé pour cause de budget, parce qu'on était assez nombreux, on est quand même arrivé assez tardivement. On a eu un JRI qui était là, lui, depuis le début de la semaine, qui a couvert aussi bien Cyril que Francis en termes d'interview. Mais nous, on est arrivé le jeudi. Et le jeudi, c'est le premier jour de la semaine de combat. Le jeudi, il y a la conférence de presse. Le vendredi, il y a la pesée. Et le samedi, il y a le combat. Voilà à peu près comment ça s'anime. Après, il y a d'autres, comment on dit, il y a d'autres événements médiatiques, mais globalement, ils ne font pas partie de la semaine de combat. Quels que soient les sports de combat d'ailleurs, moi je pense à la boxe et à l'UFC, c'est vrai que c'est 3 jours. C'est jeudi conférence de presse, vendredi pesée, samedi combat, et ça c'est le folklore. Alors, on a beaucoup discuté. On savait un petit peu comme avec le combat de Derek Lewis, donc Cyril Gane face à Derek Lewis, qui a eu lieu cet été à Houston, dans la ville de Derek Lewis. On savait qu'il fallait qu'on ait un impact à la conférence de presse, parce que on a beau dire ce qu'on veut, mais la conférence de presse, c'est un spectacle, et deux, c'est aussi le premier teaser du combat. Parce que si jamais il y a des événements à la conf de presse, ça va faire le tour du monde, ça peut faire un petit buzz et ça peut donner envie aux gens de venir voir le combat. Donc il y a une vraie stratégie à mettre en place. C'est aussi simple que ça, hein. Voilà, moi je ne fais pas de langue de bois, faut pas rêver, c'est vrai que c'est comme ça. Donc on s'est tous mis autour d'une table et on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour essayer de provoquer des réactions? Pas pour teaser au maximum et à tout prix faire le buzz, mais provoquer des réactions. Et Du c'est coup, vrai que Samir, je resitue. Là, parce que là, tu es en train de nous parler clairement de cette question qui a fait le bah, tour du monde à Francis Ngannou. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, à un moment donné, tu es en conférence de presse et tu poses la question à Francis Ngannou. Raconte-nous ça, voilà. C'était pour que je resitue un petit peu par rapport aux gens. bien Tu es en sûr, bien conférence sûr. de presse, il y a Francis Ngannou et tu lui poses une question par rapport au fait que le combat face à Cyril Gane serait éventuellement plus facile que celui face à Miocic. Exactement. Alors, je vais aller plus loin, Erwan, parce que si tu veux vraiment que je te raconte Ah, je veux. absolument tout, la stratégie, elle est même un peu différente, parce que c'est vrai que, et je vais essayer d'être le plus clair possible de façon à ce que les gens comprennent que ce qu'on a essayé de faire, c'est du journalisme avant tout. Donc, parce que c'est vrai qu'on a pris le feu. Moi, j'ai pris plein de critiques de pseudo-fans pour moi de MMA, mais ce n'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'il y avait une vraie stratégie. Et si on reprend, plutôt que de faire good cop, bad cop, et j'espère que les gens vont comprendre, c'est-à-dire une technique journalistique, c'est de caresser l'interlocuteur dans le sens du poil pour l'amener à aimer un petit peu, ou en tout cas à baisser un peu la garde, l'amadouer, et ensuite lui poser la question qui gêne. Nous, on a fait l'inverse. C'est-à-dire que j'ai plutôt fait bad cop pour ensuite venir à good cop. Et c'est vrai que j'ai été corrosif dès le départ pour ensuite avoir les réponses que j'escomptais. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens ont retenu ma question à Francis Ngannou, mais j'ai commencé avec Dana White. C'est Dana White que j'ai essayé de titiller en premier, parce que la première question que je pose, je lui dis, c'est bien beau de nous parler d'Anaheim, on le voit ce soir, et d'ailleurs j'ai eu les huées du public mexicain, il y a quasiment personne qui supporte Mais gros, tu t'es Francis fait Ngannou. escorter en sortant de là-bas ou quoi? Tu t'es mis tout le monde à dos. Presque, c'est presque ça. C'est presque ça. Mais je lui dis, il y a un gros public mexicain. Ce soir, les gens à la conf de presse, ils sont venus pour Brandon Moreno, mais ils ne sont pas venus pour Francis Ngannou et pour Cyril Gane. Donc pourquoi avoir choisi de le faire à Anaheim plutôt que de le faire en France? Et la première erreur que je fais là, et je m'en suis voulu 2 fois que c'était fait, c'est de ne pas avoir évoqué l'Afrique.
Évidemment que ça aurait été une différence, mais il aurait fallu que ma question soit plus précise et profonde. Dites pourquoi vous n'avez pas choisi de le faire Afrique, puisque Francis est camerounais. Et là, Dana White, en très bon professionnel et communicant qu'il est, il botte très vite en touche, comme il l'avait déjà fait à Houston d'ailleurs, en me disant, mais vous êtes au courant qu'en ce moment, il y a une pandémie et que c'est compliqué de voyager. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu à Anaheim, on a toujours eu des bons résultats à Anaheim, c'est pour ça qu'on a choisi Anaheim. Et il ne parle même pas de la France, il s'en fout en fait. Voilà un peu comment ça commence. Et les gens n'ont pas retenu en fait que je vais titiller Dana White et que je lui pose une question qui gêne. Mais en même temps, on ne s'en rend pas compte que je lui pose une question qui gêne parce qu'il est tellement très vite, il la détourne et il passe à autre chose. Ensuite, deuxième question, elle est pour Cyril Gane. Et là aussi, les gens ont oublié que je cherche à provoquer une réaction de Cyril Gane. Et c'est de là en fait que démarre la question à Francis Ngannou. Parce que je lui dis à Cyril, je lui dis Cyril, franchement, et c'était le cas parce que c'est ce que moi j'ai ressenti et c'est ce que tout le monde a ressenti. Pendant cette conférence de presse, on s'est tout de suite mis dans la peau pour Cyril Gane de l'outsider. Parce que Francis Ngannou, il met tellement de punchline et il impose tellement son rôle de champion du monde qu'on a l'impression que Cyril, c'est son petit. Et moi, c'est la question que je lui pose. Je lui dis, Cyril, franchement, la prestance que Francis il a aujourd'hui, on a l'impression que tu es son petit. Et là, Cyril, c'est vrai qu'il, pour une fois, on le sent un peu frustré, alors que c'est un mec qui est jamais frustré. Et il le dit, ouais, c'est vrai. Il a menti, il dit qu'il m'a mis KO, il me prend pour son petit, il me manque de respect, il nous manque de respect avec mon entraîneur. Donc c'est vrai que ça ne me plaît pas. Et là aussi, moi, je provoque une réaction. Nous, ça nous plaît, personne ne le retient. Parce que derrière, quand moi je pose ma question, donc là on vient à la question de Francis Ngannou, c'est vrai que je fais une erreur. Et je pense que tu Ah, ah, attends, Samir, on t'a connais. perdu. Samir, Samir, c'est intéressant ce que tu dis, tu es revenu à l'image. Tu disais donc, là, tu commets une erreur et tu peux reprendre là. Ouais, donc là je te dis, moi je commets une erreur et tu me connais, j'ai horreur de ça. J'envoie une saucisse et donc je rame pour essayer de la récupérer, cette saucisse. Et c'est vrai que c'est. Mais c'est vrai, c'est compliqué parce que, en fait, dans mon anglais, je me trompe dans les mots et dans le français, j'essaye de le rattraper, sachant que je suis en anglais avec Francis. Et je lui dis, tu as dit, et ça c'est un fait, et je reviendrai plus précisément dans le détail puisqu'on a ressorti la vidéo avec mon JRI Romain Pougeot. Mais moi, je lui pose la question et je lui dis, tu as dit, Francis, que Stipe Miocic, c'était ton combat le plus difficile. Et moi, je voulais lui dire, est-ce que ça veut dire que Cyril, ce sera un combat plus facile? Et en anglais, comme un teubé, je lui dis, est-ce que ça veut dire que Cyril, c'est facile? Et donc, lui, il le prend en se disant, mais c'est une quote, une citation, alors que ce n'était pas du tout une citation que je faisais, c'était une Une interprétation. supposition, ouais, voilà. Exactement. Une supposition, une interprétation. C'était du conditionnel. Et dans le feu du live, bah lui, il le prend comme une citation, et c'est là que tout part en vrille. C'est qu'il dit no, my friend, there's no easy fight, il n'y a pas de combat facile, j'ai jamais dit ça, machin. Et c'est vrai que moi, à aucun moment, je cherche à lui manquer de respect parce que, contrairement à ce que les gens peuvent penser, vraiment, j'ai aucun parti pris. C'est vrai qu'on peut penser qu'à un moment donné, RMC, parce qu'on suit à fond Cyril Gane, peut avoir un parti pris pour Cyril, mais je peux vous assurer que moi, personnellement, je n'ai aucun parti pris. Il n'y en a aucun des deux que je préfère plus que l'autre ou que j'aime moins que l'autre. Et il suffit de voir mes commentaires des combats de Cyril et des combats de Francis. Je n'ai aucun parti pris. La seule chose qu'on cherche à faire, pour le coup, ça c'est vrai, c'est provoquer des réactions de façon à ce que les gens viennent voir le combat. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais alors, et puis Francis, dans sa réponse, lui aussi, il se trompe un peu parce qu'il dit si tu avais déjà fait un combat, tu saurais ce que c'est. Mais gros, il est jamais parti à Biarritz avec toi en vacances. Hein. Parce que moi, je sais que tu es un combattant, Samir. Hein. Mais moi, t'es mon pote, t'es mon ami. Hein, et moi, j'ai adoré te voir dans cette situation. Et on ne s'est pas eu au téléphone depuis. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir cette explication. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est que même de rien, la réponse de Cyril, ben, on sent que la salle, quelque part, ça les a teasés un peu. La réponse de Francis, pardon, je la trouve, elle est très cool.
il te ramène au fait que ben, quand tu es un vrai combattant MMA, un grand combattant MMA, ben, il n'y a pas de combat facile. Et surtout, ben, moi, ce que j'aime bien, c'est l'après-match. Quand tu le retrouves à l'après-match, cette fois-ci, c'est en français. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance dans ses réponses et votre relation tous les deux, il te refait un petit clin d'œil par rapport à cette question-là. Et j'ai trouvé que finalement, la boucle était bouclée et finalement, ça a donné au final un super moment de journalisme, quoi. Mais c'est là aussi où je trouve qu'il y a, pour le coup, beaucoup de malveillance sur les réseaux sociaux et toutes les réactions que ça a pu provoquer. Parce que, encore une fois, on te prête des intentions sans véritablement te connaître ou connaître la relation que tu peux avoir avec l'athlète, ou même ton passif d'ailleurs, tu vois, sans véritablement connaître ce que tu as pu faire par le passé. Mais Francis, en fait, il y a beaucoup de bienveillance dans le sens où on a beaucoup de gens en commun. On s'était jamais véritablement rencontrés en direct, mais on se connaissait parce que je vous raconte les coulisses, mais 5 minutes avant cette interview de fin, il me dit: Ah, Samir, tu vois, il me regarde du coin de l'œil et il est un peu réticent. Et moi, tout de suite, je le branche et je lui dis: Oui, Francis, écoute, j'en ai parlé avec Carlos Takam, parce que moi, je suis assez proche de Carlos Takam venant de la boxe, et Carlos, vivant à Las Vegas, est très proche de Francis. Et je vois très vite, quand je lui dis ce nom, que Carlos lui a parlé de moi et lui a dit: Samir n'est pas comme ça. Et c'est pour ça que ça détend très vite l'atmosphère, parce que on a Carlos Takam et Joseph Germain, l'entraîneur de Carlos Takam, en commun, et ça détend très vite l'atmosphère. Et moi, je lui dis à Francis, je lui dis franchement, je suis désolé sur ce qui s'est passé. C'était pas du tout mon intention de créer une polémique. Moi, ce que je voulais, c'était créer une réaction, et je te respecte comme le grand champion que tu es. Et encore une fois, moi, je reviens là-dessus, c'est pas hypocrite ce que je dis. Pour l'Afrique et pour nos origines, en l'occurrence les miennes venant de l'Afrique, c'est génial. Pour moi, c'est aussi génial qu'il y ait un champion camerounais ou que ce soit Cyril qui ait gagné. J'ai eu plein de gens qui m'ont dit: Oui, mais te rends compte, si Cyril avait gagné, c'est bien pour le MMA français, etc. Moi, j'avais pas ce prisme-là. Moi, je m'en foutais. Que ce soit Cyril ou Francis qui gagne, j'étais aussi content l'un comme l'autre, parce que ça aurait été bien pour le MMA français, ou ça aurait été bien, en l'occurrence, c'est bien pour le MMA en Afrique et pour développer le sport en Afrique. Du coup, j'aimerais juste qu'on fasse une petite parenthèse sur ce feu Twitter. Toi, tu n'es pas spécialement un gars à buzz des réseaux sociaux, hein, et ça, c'est moi qui le dis parce que je te connais. Tu es un bosseur, tu es un mec qui a du réseau, qui travaille. Tu es d'une autre école que le buzz sur Twitter. Il n'empêche que malgré toi, il y a eu plein de mentions. Même moi, j'ai reçu des messages pour me dire hey, ton gars Samir Aboudi, ou c'était bien ou c'était pas bien. Mais j'ai reçu plein de messages. Et là, je me suis dit oh, alors si moi, je reçois des messages pour qu'on me parle du père Amoudi, je me dis que mais lui, il a dû prendre un fuego. Comment tu l'as vécu? Parce que nous, on l'a vécu, peut-être pas autant que ça, mais ça arrive des fois de te faire un peu teaser sur les réseaux. Ça pique un peu toujours, non? Alors, franchement, j'y ai pensé à un moment donné, mais je vous le remets dans le contexte et sans aucune prétention aucune, hein. Vraiment, je te dis, après, moi, je dois rien à personne. Les gens, ils me Eh, croient Un ou ils me mec, croient un pas. mec qui fait une interview dans un lit, en général, il a aucune prétention, gros. Non, mais pour le coup, c'est vrai. Je te dis qu'on me croit ou qu'on me croit pas, c'est pas vraiment mon problème. Et tu me connais. La pression, c'est pas la première fois que je la vis. C'est pour ça que ça m'a fait rire, et que quand Francis il me pose la question en me disant There's no easy fight, my friend. Est-ce que tu as déjà combattu dans ta vie? Les gens oublient en fait que j'ai eu deux vies, et que cette deuxième vie, c'est une vie passion, et que j'ai été aussi athlète de haut niveau, et que j'ai touché au plus haut niveau, que j'ai joué dans des stades de 50 000 spectateurs, que j'étais très proche de la NFL, que ça s'est joué à rien, que tout aurait pu basculer pour moi, et que ça se trouve, je ne serais pas avec vous en ce moment, À et une tu piqûre, serais Samir, hein. à quelques piqûres, effectivement, c'est pas faux. Mais tout ça pour dire que tu me connais très bien, la pression, globalement, je sais la gérer. Donc moi, les réseaux sociaux, déjà, c'est pas ma cam, c'est pas mon business, j'y suis très peu. Rétrospectivement, en fait, ça m'a permis d'y réfléchir, et je me suis rendu compte qu'il suffit d'aller voir ma ligne Twitter ou mon Instagram. Mon Instagram, j'y vais quasiment jamais. J'y vais pour prendre quelques informations du travail, parce que c'est vrai que c'est une mine d'or pour le travail. Et mon fil Twitter, globalement, je ne l'utilise quasiment que pour le foot US et la NFL, ou commenter le foot US. Il suffit d'aller voir, hein. C'est vrai que je suis pas trop dans la polémique. Il m'arrive d'envoyer deux, trois tweets sur la boxe, sur le foot, sur des choses comme ça. Mais globalement, mon Twitter, il est fait pour la NFL, pour le foot US, et je m'en Et tape. Barcelone, et le FC Barcelone. Et,
Et Barcelone, effectivement, et mon club, le Barça. Donc franchement, la polémique, c'est vrai que ça touche un peu parce que tu reçois des messages: «Ouais, t'es un nul, t'es un naze», mais je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, Erwan, donc les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Je m'en tape complètement. Moi, ce qui m'a frustré dans cette histoire, c'est de me dire qu'il y a quand même énormément de fans de MMA et d'UFC en France et qui sont pas capables de se rendre compte que nous, on a essayé de faire un travail pour essayer de démocratiser la discipline, pour essayer de démocratiser le sport. C'était ça notre seul et unique objectif. Parce que les gens qui kiffent le MMA, comme la NBA, toi, tu es bien placé pour le savoir, tu n'as pas besoin d'aller les appâter pour qu'ils viennent voir l'événement. Tu n'as pas besoin d'envoyer des lignes pour pêcher. Par contre, le grand public qui n'y connaît rien, tu as besoin d'aller le pêcher et d'aller le ramener à cet événement parce que sinon, il ne viendra pas. Et c'était ça notre seul objectif. C'était de démocratiser le combat de façon à ce qu'il y ait le plus grand nombre qui viennent le voir. Et ça, je pense que le pari, il est réussi parce qu'on a eu quelques chiffres et en part de marché, on a été énorme. Il y a beaucoup de gens dans le chat qui te découvrent et qui demandent: «Mais dans quel sport tu as touché le haut niveau?» Donc, je vais parler à ta place parce que je te connais, tu vas encore minimiser les choses. Toi, tu es un mec qui court vite déjà, parce que pour tu es un mec Courait, qui courait très mets ça vite. au passé, qui Ouais, courait. enfin bon, mais si tu fais une course avec moi, tu gagnes toujours, hein, malgré le fait que tu 10 malgré que tu 10 ans de plus que moi. Samir, tu as joué au football américain, tu es parti aux États-Unis, où ça a failli se faire avec la NFL. Tu es revenu en Europe, tu as joué en NFL Europe, où tu as été élu meilleur défenseur de NFL Europe. C'est Ouais, ça? c'est ça. Et tu Mhm. es passé aussi à l'INSEP avant ça. Bah, j'ai commencé mes études à Voilà. l'INSEP, effectivement, ce qui m'a permis de monter au plus haut niveau, d'avoir les infrastructures et de partir aux États-Unis. Ouais. Voilà, en tout cas, un petit peu en condensé le passage de Samir, qui est un des pionniers en plus du foot en France et qui est un très mauvais basketteur, par contre, quand on va jouer à l'Oops Factory. Oh, je devais te la caler, celle-là, quand même, elle est mignonne. J'aimerais qu'on revienne maintenant un petit peu encore sur le match en lui-même. Comment ça se passe les heures avant le match? Quand tu arrives dans la salle combien d'heures avant le match? Parce que c'est une grande réunion. Comment tu prépares ce combat-là? Est-ce que tu arrives à voir les joueurs, enfin des formations professionnelles? Est-ce que tu arrives à voir les combattants avant le match? Raconte-nous un petit peu le jour J, le jour du match, comment ça se passe? Alors, le jour J, c'est un peu particulier parce que moi, tu me connais, j'ai aussi plein de petites mimiques et plein de petites manies. Le combat, il était à 17 heures, heure locale. Enfin, la main card, en l'occurrence, la carte principale commençait à 17 heures. Et de par notre activité à RMC, on avait quand même pas mal de choses à faire, des duplex avec Paris. Donc, moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai demandé donc à mon directeur de rédac, Laurent Salvaudon, de décrocher le plus tôt possible. Moi, mon dernier duplex, de mémoire, il a eu lieu à 15h30. C'était avec BFM TV. Donc, tu vois, pour nous, c'était un enjeu important aussi parce que pour que BFM TV s'intéresse à ça, il faut s'accrocher. Globalement, les événements sportifs, ils viennent pas nous voir. Et là, ils étaient intéressés. Donc, jusqu'à 15h30, j'ai eu quelques petits duplex à faire. Et à partir de 15h30, moi, je rentre dans la salle. Je suis un peu tout seul parce que les autres continuent les activités. Les duplex avec la radio, avec RMC Sport. Et il y avait une grosse journée de première ligue, donc ils continuaient les duplex. Moi, à 15h30, je rentre dans la salle et je rentre totalement dans ma bulle. Je suis au poste commentateur. On est proche de la cage. Hein, on est à 5 mètres de la cage. Et en fait, je parfais ma préparation. Je finis les dernières petites infos dont j'ai besoin. Je prends les dernières petites stats et je commence à prendre la température de la salle. Il faut savoir qu'en jour de combat, on ne les voit pas, les combattants, parce que eux, ils arrivent tard. En général, ils arrivent 1 heure et demie, 2 heures avant leur combat à eux. Ça veut dire que la carte principale est déjà commencée, qu'eux ne sont pas encore arrivés. Donc, on les voit arriver sur nos écrans de contrôle. On entend dans la salle qu'ils arrivent, mais on ne les voit pas le jour du combat. Mais il y a une ambiance particulière en fait dans les sports de combat. Moi, je t'en ai déjà parlé, mais souvent j'en parle à l'antenne pour essayer de faire vivre ça aux téléspectateurs. Mais les sports de combat, c'est et de loin l'ambiance la plus électrique qu'il peut y avoir dans le sport mondial. Et tu sais que moi, je mets jamais aucune échelle de valeur entre les sports. Pour moi, tous les sports se valent, que ce soit un match de NBA, de volleyball, de tennis ou machin, chacun a sa valeur et il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Tant que la Mais en NFL est termes, au-dessus, tant que la NFL est au-dessus, après ça va. mais même pas, parce qu'encore une fois, tu vois, je te fais la comparaison. Il n'y a aucun sport, NFL inclus, qui a l'électricité d'un choc d'un sport de combat et encore plus d'un choc poids lourd.
Donc, que ce soit un championnat du monde poids lourd entre Joshua et Klitschko ou Fury et Wilder, ou un choc comme on a pu voir samedi entre Francis Ngannou et Cyril Gane. Parce que ça aussi, moi, c'est un truc très personnel et j'essaye toujours de le retranscrire et tu es bien placé pour le savoir parce que tu as bossé avec moi et pour moi là-dessus. C'est que pour moi, il y a deux choses qui font vibrer plus que tout. C'est de savoir qui est l'homme le plus rapide du monde. C'est pour ça que pour moi, une finale de 100 mètres, en termes d'électricité, ça ne dure que 10 secondes. Il n'y a rien de tel. C'est-à-dire qu'on peut me dire ce qu'on veut, Erwan. Tout le monde regarde la finale du 100 mètres des Jeux Olympiques. Tout le monde. On ne regarde pas l'athlétisme le reste de l'année pendant 4 ans, mais la finale des Jeux Olympiques du 100 mètres, tout le monde la regarde. Donc ça, en termes d'électricité, on veut tous savoir qui est l'homme le plus rapide du monde et on veut tous savoir qui est l'homme le plus fort du monde. Et l'homme le plus fort du monde, bah, c'est un combat poids lourd, que ce soit en boxe ou en UFC. Et c'est pour ça que moi, je chéris tout le temps ces moments-là parce que franchement, quand tu es dans la salle, dans une arène, proche d'un ring, proche d'une cage comme ça, et que tu sens ces fauves arriver, il n'y a rien de tel. Parce que tu sais que quelque part, on a beau dire ce qu'on veut, hein, c'est peut-être des mots, mais les mecs, ils jouent leur vie. Prendre des patates d'un Francis Ngannou ou d'un Cyril Gane, moi, j'irais pas. Et pourtant, tu me connais, j'aime bien la castagne. En NFL, c'était ce que je préférais. Non, mais c'est vrai, c'est ce que je préférais, moi. C'est-à-dire que le contact, c'est ce que je préférais. Tu vois, se dépasser et surpasser sa peur. C'est ce que je préférais dans le sport. C'est vraiment transcender sa peur. Mais là, je me dis, oh, gros, tu vas au carton, quoi. Bah, Et cette électricité, je pense que tu peux pas la retrouver dans aucun autre sport. et tu l'as senti donc du coup sur l'entrée des combattants dans l'octogone. Quand j'ai vu cette entrée-là, j'étais dans mon canapé et waouh, j'ai eu les frissons. Ça En sentait fait, la poudre, comme tu dis. ça commence bien parce qu'on a de la chance et c'est là où Dana White, malgré tout, il est très fort. C'est que le co-main event, donc le combat avant Cyril et Francis, c'était entre un Mexicain et un Brésilien. Et Brandon Moreno, c'était un peu l'enfant local. C'est un Mexicain. Il y a une grosse communauté mexicaine à Anaheim. Ce qui fait qu'il y a eu une ambiance qui est montée juste avant le combat de Cyril et de Francis. Et on l'a senti. La salle, elle a commencé à gronder, etc. Et malheureusement, c'est redescendu Il a quand perdu. Francis, il a perdu et l'ambiance est redescendue au moment où Francis et Cyril entrent dans l'arène. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Cyril, en fait, quand il rentre, lui, il a son son. Il choisit parfaitement le son parce qu'il choisit un son de Tupac, Gangsta Party. Donc lui, il vient pour faire la fête. Et c'est en ça qu'il est fort, Cyril. C'est que c'est un mec qui est très détendu, qui prend les choses pas à la légère, mais qui prend les choses tranquilles. Et quand on le sent rentrer, on se dit, waouh, putain, j'ai l'impression qu'il est décontracté, quoi. Et tu le vois, il danse un peu dans la cage, il est dans l'octogone, il se déplace et tout. Et on dit, waouh, c'est chaud quand même. Le mec, il va jouer le combat de sa vie et il a l'air détendu. Et quand Francis y rentre, voilà, tu te dis, oh là là, c'est Tyson qui rentre. Il s'est encore une fois imposé en champion, en fait. On a senti quand Francis est rentré que c'était lui le champion du monde. Et je ne vais pas dire que ça fait basculer, mais encore une fois, je reprends, il y a une espèce d'électricité qui te fait dire, c'est les deux hommes les plus forts du monde, quoi. Pardon, j'étais sur autre chose. Mais, et du coup, donc, on va revenir un petit peu sur le combat. Et j'aime bien, ça fait plusieurs fois que tu dis qu'en fait, si on prend le recul de tout ce week-end-là, que depuis le début, Francis Ngannou, il a eu l'attitude de champion avant, dans les conférences de presse. Et maintenant, j'aimerais qu'on aille sur le combat, parce que moi, j'ai écouté tes coms, et j'ai l'impression que tu as été le premier surpris de la tournure du combat et de la tactique de Francis Ngannou. On a tous été surpris de la tournure et de la tactique du combat. Mais je vais revenir un petit peu en avant, Erwan, parce que je sais qu'on a le temps, mais je reviens encore une fois sur la perception des deux champions. Tout au long de cette semaine, et encore une fois, je rappelle, RMC en premier, on a eu le prisme du combattant français, de la France et de Cyril Gane. Et en fait, moi, tu me connais, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai tout de suite regardé les médias américains. Donc, j'ai mis ESPN en boucle, j'ai mis SportsCenter en boucle, j'ai regardé les shows américains. Et très vite, j'ai vu que le prisme américain, bah, contrairement à nous, où on mettait le bon garçon, le bon gars, le gentil, c'est Cyril Gane, le méchant, c'est Francis Ngannou, bah, eux, c'était totalement l'inverse. Dans le sens où Cyril Gane, il n'existait même pas pour eux. Et au contraire, Francis Ngannou, c'était le champion du peuple, c'était le rêve américain, c'était l'American Dream.
C'était le mec qui venait du Cameroun, qui avait traversé l'Afrique à pied, qui était allé dans des camps de réfugiés, qui était devenu SDF et qui était devenu champion du monde. Et ça, il le vendait, mais à outrance. C'est que c'était vraiment un grand champion et un champion gentil, bon gars, alors que nous, c'est totalement l'inverse. Il suffit que tu reprennes un petit peu la couverture médiatique et pas seulement celle des RMC, hein, celle de l'équipe, celle qui a pu tourner en France. On a vraiment eu ce prisme de Cyril, c'est le bon garçon, c'est le good guy, et Francis, c'est le bad guy parce que il y avait l'histoire avec Fernand Lopez, l'entraîneur commun, il y a eu embrouille, etc. Donc très vite, moi, j'ai un peu vrillé, j'ai un peu tourné, et je me suis dit, il y a quand même quelque chose. Il faut qu'on arrête de présenter en fait Francis comme le mauvais garçon. Et c'est aussi pour ça que très vite, je me suis rendu compte que ce mec-là, bah, il avait compris les codes américains, et c'est d'ailleurs la toute dernière question que je lui ai posée en conférence de presse, et qui s'impose un petit peu comme un Tyson Fury. Tyson Fury, c'est ce qu'il fait très bien maintenant. Il a compris les codes des médias américains, il t'envoie des punchlines, il est capable de parler, il arrive avec des costumes, toujours bien fringué, il s'impose en fait comme un champion du monde, avec la classe. Et donc très vite, je me suis dit, ah ouais, quand même, Francis, faut faire gaffe. Et au fil du temps, au fil de ces 72 heures, les 3 jours qu'on a passés, j'ai vu beau physique, il a perdu du poids, il a perdu 4 kilos, il est à 116, il est taillé. J'ai dit, waouh, on est en train de nous dire que en fait, Francis, faut qu'il gagne en 2 rounds, sinon c'est fini pour lui, alors qu'il m'a l'air en shape. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Et très vite, je l'ai dit dans le commentaire. J'ai dit attention les gars, faites gaffe. Il est en shape, il est à 116 kilos. À mon avis, il peut tenir 3, 4 rounds. Et en fait, la vraie surprise qu'on a tous eue, et je reviens donc à ta question, bah, c'est de se dire que il l'a pris à un endroit où personne s'y attendait. Parce que clairement, Francis, il perd les 2 premiers rounds, et Cyril fait du Cyril. C'est-à-dire qu'il le balade, il est à distance, il rentre, il ressort. Moi, c'est ce que j'ai essayé de dire au grand public, c'est un escrimeur, en fait, Cyril. Il touche, il sort, il touche, il sort, il fait du parade-riposte. Voilà, c'est vraiment l'escrimeur du MMA. Et puis, au bout de 2 rounds, tu as senti un Francis qui voyait qu'il n'arrivait pas à rentrer véritablement dans le combat. Et il est allé au contact. Et il est allé au grappling. Et il est allé à la lutte. Et à la lutte, on a senti un espèce de monstre physique, en fait, qui a pris l'ascendant sur Cyril. Et là, on s'est dit, ouh là 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 là. En fait, il a progressé, il a rajouté une arme à son arsenal. Et très vite, avec les consultants Taylor Lapillus et Antoine Simon, bah, on a eu le prisme de, oh attention, il est en train de nous faire du Ousmane Kamaru. Et Ousmane Kamaru, aujourd'hui, c'est le combattant qui domine l'UFC, et c'est le combattant qui est dans le coin de Francis. C'est l'Africain, les deux sont potes, ils travaillent ensemble. Et c'est vrai que ça a choqué parce que pendant 3 rounds, derrière, on a Francis Ngannou qui impose sa puissance physique et qui impose son jeu au sol. Et Cyril, il n'a aucune réponse parce que bah, Francis, franchement, il a évolué et il a rajouté une corde à son arc. C'est Francis Ngannou, c'est le premier qui met un takedown à, Exactement. à Cyril Gane de sa carrière. Est-ce qu'on peut aussi parler de hard coaching côté coin Francis Ngannou par rapport à Fernand Lopez? Il doit l'avoir mauvaise, le père Fernand. Il était très déçu, Fernand, hein. J'ai un peu de peine pour lui. Mais c'est vrai que on a beau dire ce qu'on veut, il n'a pas su s'adapter. En fait, lui, il a gardé l'image qu'il avait de Francis Ngannou d'il y a 2 ans, sans se mettre dans la peau d'un mec qui aurait pu évoluer et progresser. Mais Francis, il n'a pas attendu Fernand, en fait. Lui, il a continué sa trajectoire, il a continué sa carrière, et il a rajouté effectivement des atouts dans sa manche. Il a rajouté des cartes, il a rajouté du grappling, il a rajouté des choses, et puis surtout, il a rajouté du mental. Je pense que Fernand, il est resté sur un Francis qui était peut-être un petit peu friable et frileux mentalement, alors que c'est devenu un champion. Et ça, je pense vraiment que c'est un aspect que Fernand a peut-être pas pris en considération et que je pense que ça l'a surpris, effectivement. Et là, tu as entièrement raison. Ouais, je pense qu'il s'est fait battre aussi sur le plan du coaching et sur le plan de la stratégie de match et de combat. Parce que je ne suis pas sûr que, à la base, Francis avait l'intention d'amener le combat au sol. Mais par contre, c'est une réflexion qu'il a eue pendant le combat et un ajustement qu'il a fait pendant le combat. Parce que ça reste voilà, hein, c'est le bad man, c'est le plus mauvais garçon du monde, le mec qui met des KO. Et lui, son objectif, c'était de mettre KO dans les 2 premiers rounds, hein, faut pas se mentir. Mais il a eu l'intelligence de combat, de s'adapter et réagir en fait aux conditions de combat. Parlons un petit peu de Cyril Gane, qui avait jusqu'à là un parcours parfait, qu'il a toujours, hein.
Mais on a l'impression quand même que quand c'est un premier combat pour une ceinture mondiale, c'est un autre métier. Et que sans dire qu'il a été pris par l'événement, parce que tu dis il dansait, qu'il était facile, mais que quelque part, c'est l'expérience d'Ngannou là que n'avait pas Cyril Gane qui a aussi fait la différence. Ouais, pour moi, c'est que ça, c'est que c'est de l'expérience. En fait, je pense que Cyril a vécu, samedi dernier, ce que, Francis a pu vivre en 2018 face à Stipe Miocic, la première fois qu'il perd. C'est-à-dire que son logiciel et son disque dur n'avaient pas encore toutes les cartes, mères pour s'adapter à un tel événement. Il était très performant, mais pas encore, assez aguerri et ça il va apprendre, en fait et ça, je reprends encore une fois, ce que tout sportif, peut dire, dans tous les sports du monde. C'est que tu apprends plus dans une défaite que dans une victoire et je pense que ça va lui servir et par contre, je reprends des termes que Fernand Lopez, pour le coup, moi, m'a souvent dit lorsque, on échangeait ensemble au téléphone ou en interview. C'est que ce soit aussi bien avec Francis qu'avec Cyril, il savait que c'était des combattants de MMA qui n'étaient pas totalement aguerris, mais il a pris des raccourcis avec eux de façon à les amener le plus vite au haut niveau. Parce que lui, il considère que ça ne sert à rien de protéger un combattant 4-5 ans pour amener le gars à la ceinture au moment où il est le meilleur. Lui, il préfère l'amener le plus vite à la ceinture de façon à ce qu'il reste le plus longtemps au top. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Il savait que Cyril avait quelques lacunes au sol. Il savait que Cyril avait quelques lacunes en grappling, même s'ils ont beaucoup travaillé apparemment pendant ce camp là-dessus. Mais que peu importe, il fallait prendre les raccourcis pour l'amener au championnat du monde. Il l'a amené au championnat du monde. Ça n'a pas marché. Il y avait une chance sur deux. Mais il rebondira et il apprendra de cette expérience. J'imagine qu'après la fin du match, tu as pu. Est-ce que tu as pu, à la fin du match, déjà, j'aimerais avoir tu as parlé un petit peu avec Francis Ngannou. Est-ce que tu as pu parler avec Cyril Gane? J'aimerais bien avoir un petit peu l'impression des deux camps. Est-ce que Francis Ngannou, tu as senti que j'ai fait mon taf? Ou est-ce que tu as senti un vrai soulagement de se dire, j'ai conservé ma ceinture, c'était chaud, parce que sinon, ça aurait pu être la fin de quelque chose. Les 2 en fait. Je vais commencer par Francis, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit soulagement, mais à la fois une certaine confiance. C'est d'ailleurs ce qu'il dit à mon micro, mais c'est aussi ce qu'il me dit en off, juste avant et un peu après. C'est vrai qu'il est content parce qu'il garde sa ceinture, mais encore une fois, il me le dit, il me dit: «C'était moi le champion du monde, donc il y avait pas de raison que je perde ma ceinture». Donc il y avait à la fois ce soulagement, mais aussi cette confiance de se dire: «Ça y est, je me suis, imposé comme le champion». Et par contre, j'ai croisé Cyril et Fernand dans les couloirs. On a échangé quelques mots. Cyril, égal à lui-même, il était déçu et presque désolé pour les autres parce qu'il est comme ça, en fait, Cyril. C'est qu'il était désolé pour son camp et pour son équipe, pour sa famille et même pour la France de ne pas avoir ramené, en fait, cette ceinture et ce titre qui aurait fait tellement de bien au MMA français. Donc, c'était plus de la déception pour les autres que de la déception pour lui-même. Et Cyril, il est comme ça. Et ça, franchement, c'est admirable chez lui. Fernand, il était très déçu. Tu vois? Moi, j'ai essayé d'échanger quelques mots avec lui. On a pu, parler, vraiment 2-3 minutes, dans le couloir, qui menait, à la zone mixte. Il était vraiment atteint. Donc, je pense que c'est quelqu'un de fort, qui a la peau dure. Il va revenir. Mais là, sur le coup, sur le moment, il était atteint parce que, bah, il y avait tellement d'affect, dans ce combat, pour lui que forcément c'est difficile et il faut le comprendre, quoi. Il faut le comprendre. Mais on a l'impression quand même, quand on voit l'ascension de Cyril Gane, que être champion du monde, c'est une histoire de mois, d'années, mais il le sera un jour. Ouais, il y a aucun doute là-dessus. Il y a aucun doute là-dessus. Tu sais, nous, dans la narration, et je reprends, RMC Sport, on a fait en sorte, ça a été une demande, d'éviter, en fait, le futur. Parce que moi, si tu me demandes, le futur, il est compliqué pour tout le monde. Il reste un cador dans cette, discipline et dans cette catégorie qui va monter, c'est John Jones. Et c'est vrai, quand on voit le combat de samedi soir, bah, tu as l'ombre de John Jones qui pèse quand même. Et je me dis, vu les qualités, qu'il a, au sol et en striking, même s'il est vieillissant, moi, j'ai la sensation qu'il reste le meilleur John Jones. Mais Cyril, il a un tel potentiel, une telle marge de progression qu'évidemment, il va être champion du monde un jour. C'est une évidence. Et je minimise pas la performance de Francis parce que ce qui me fait dire que Francis, il durera pas, c'est que je suis pas convaincu qu'il reste en fait au MMA. C'est qu'il a tellement d'oseille à faire ailleurs que moi, je le vois bien essayer de tenter un combat en boxe. Et il faut le rappeler, hein, Francis, lui, son premier amour, son vrai sport de prédilection, celui qu'il aime par-dessus tout et qu'il a fait gamin, ça reste la boxe anglaise. Et s'il a une opportunité de faire un gros combat
à 50 millions de dollars, il n'hésitera pas une seconde, Francis. Alors justement, j'aimerais qu'on aille là-dessus. Il y a beaucoup de cross comme ça au niveau en ce moment avec la boxe anglaise est plutôt malmené, ce sport ancestral qu'on adore tous. Il est plutôt malmené avec des youtubeurs qui font des millions avec des combats ridicules. Euh, Qu'est-ce qu'il peut espérer Francis Ngannou en allant en boxe anglaise? Parce qu'on sait que d'entrée, il parle avec Tyson Fury. J'ai quand même l'impression que si les deux se combattent, Fury, il va pas être bien inquiété. Qu'est-ce qu'il peut espérer? Bah, l'argent, Erwan. Non, mais Tu vois, d'accord. non, mais je rappelle des chiffres, Erwan, c'est important. Je rappelle les chiffres. Si on compte un petit peu le pay-per-view, il a dû monter autour d'1 million de dollars, Francis. Sa paye de base, elle est autour de 750 000 dollars là, à l'UFC. C'est-à-dire que pour affronter Cyril Gane, on parle d'un championnat du monde poids lourd, le combat le plus difficile de ta vie et de ta carrière, il a pris 750 000 dollars. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais 750 000 dollars. Une fois que tu as pris les taxes californiennes, que tu as payé ta préparation, ton entourage, les impôts, bah, il te reste allé peut-être 300 000 dollars si tout va bien pour le combat le plus dur de ta vie. 300 000 dollars. Est-ce que les gens s'en rendent compte? C'est même pas un appart en banlieue parisienne. Donc à un moment donné, faut arrêter. On parle du plus grand combattant du monde. Alors que s'il va combattre Tyson Fury, même si pour le coup, bah maintenant on le sait très bien qu'il a aucune chance. Il suffit de voir la façon dont il a été incapable de trouver la distance face à Cyril Gane, qui n'est pas boxeur anglais. Il a été incapable de trouver la distance. Mais tu prends 50 millions de dollars, Erwan. Non, mais alors ma Même toi, tu question. y vas. Non, mais ah oui, sans problème. Puis tu sais que moi, en plus, prendre des paquets, ça ne me dérange pas du tout, hein. Mais, mais ma question était plus sportive. C'est-à-dire que oui, évidemment, l'oseille, évidemment que tu y vas et que tu viens de nous expliquer de manière très juste ben, l'écart d'oseille qu'à un moment donné, les mecs, c'est leur métier, qu'il faut qu'ils mettent à gauche aussi. Mais finalement, ce match-là, ils vont faire une hype incroyable, mais sur la boxe pure, il n'y a même pas de combat. Si Fury n'est pas tombé face à Wilder, il ne tombera pas face à Ngannou. Mais on le sait, ça, Erwan. Euh, Ouais, pour mais moi, tu vois, moi, et c'est pas. ça me Non, mais nique je le te dis, plaisir un peu, quoi. alors c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais les gens qui regardent les Logan Paul et toutes ces exhibitions, c'est les jeux du cirque, c'est pas du sport. On va être honnête, c'est pas du sport, c'est des jeux du cirque, c'est du spectacle, c'est de l'exhibition. Et moi, je le prends comme tel. Hein, je suis pas particulièrement pour, mais je suis pas particulièrement contre non plus. S'il y a des gens qui sont intéressés par ça, bon bah ça a le mérite d'exister. Et si encore une fois, parce que moi je reste là-dedans, c'est ce prisme qui est le plus important. Si ce genre d'exhibition, ça peut ramener des gens vers la discipline et vers ce sport, bah tant mieux, on a gagné. Et c'est peut-être à nous, en tant que pseudo-spécialistes, d'essayer d'expliquer ce que c'est. Tu vois, c'est comme quand tu regardes un match de. Parce que je sais que tu as beaucoup de suiveurs basket, mais un match des Harlem Globetrotters ou un All-Star Game, c'est pas du basket. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant en termes de spectacle. Et bien là, c'est la même chose. Un combat de Logan Paul, c'est pas de la boxe. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être intéressant en termes de spectacle pour ramener des gens à la discipline. Et donc, un cross-fight entre Tyson Fury et Francis Ngannou, moi, sportivement, ça ne m'intéresse, mais alors absolument pas. Je sais déjà ce que ça va donner. Je sais déjà qui est le vainqueur. Mais par contre, si ça peut permettre de démocratiser et la boxe anglaise et le MMA, bah, je pense que c'est là où on a tous gagné. Mais du coup, si combat il y aura des ceintures en jeu quand même. Non, 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 jamais de la vie. Jamais de la Voilà, vie. d'accord, ok. Donc ça, on sera Non, vraiment non, dans jamais de la des. vie. Bah, bien sûr, on est Tu évidemment, peux le on est faire à la dans sortie. Tu peux le faire à la sortie d'une boîte de nuit. Le combat, ça sera pareil, quoi. Il aura la même valeur. évidemment, tu sais, regarde, je remets encore une fois l'église au milieu du village. Pour Tyson Fury, c'est de l'argent facile. C'est 50 millions qui se met dans la poche sans faire une grosse préparation, sans prendre trop de risques. À l'inverse, pour Francis Ngannou, c'est 50 millions qu'il n'aurait jamais eu dans son sport. Donc c'est bénéf-bénéf. Les deux sont gagnants. Francis, il prend un billet qu'il n'aurait jamais pris de sa vie et Fury, il prend de l'argent facile. Donc évidemment qu'ils vont le faire. S'ils peuvent le faire, hein, j'entends. Écoute, on a fait pas mal le tour sur l'UFC. Il y a beaucoup de gens dans le chat qui demandent, puisqu'on sort d'un week-end NFL exceptionnel, et je sais que même si tu as bossé comme un sourd sur l'UFC, je sais très bien que tu as eu un œil aussi sur voire les deux même, sur la NFL. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent quel est ton favori pour le Super Bowl. Je rappelle qu'on est dans les finales de conférence, hein. Alors, c'est complètement fou parce que je reviens sur la petite histoire. Le combat, il était le samedi
pendant les divisional rounds. Donc, il y a eu le match entre Cincinnati Bengals et Tennessee Titans qui a eu lieu pendant que moi, je travaillais la carte principale. Donc, ce match-là, j'ai été capable de me protéger. J'ai pas eu le résultat et je l'ai regardé en soirée quand je suis rentré à l'hôtel. Je l'ai regardé sans avoir le résultat. Donc, ça, c'était cool. Mais il y avait des fans il faut dire qu'à Los Angeles, il y a énormément de fans de San Francisco et des 49ers. Et ce match, c'était celui que j'attendais le plus. Et c'était celui qui était face au combat Gann Ngannou, le Packers 49ers. Moi, j'adore Aaron Rodgers et les 49ers, c'est l'une de mes équipes favorites. C'est l'équipe avec laquelle j'ai grandi, avec les Steelers, les Joe Montana et compagnie. Donc celui-là, je voulais vraiment pas avoir le résultat. Et en fait, j'ai fait zone mix, interview d'après-combat, etc. Tout est fini. On est 1 heure après le combat. Je reviens à mon poste commentateur récupérer mes affaires, mes stylos, mes fiches, etc. Et en fait, tu avais les techniciens qui étaient en train de démonter le poste commentateur qui commencent à gueuler Yeah, 49ers, they won et tout. Bam, ils me spoilent le résultat. J'étais dégoûté. Ah, mais tu prends des risques aussi. Dégoûté. J'étais dégoûté. Donc, du coup, je me suis maté le match en connaissant le résultat. Mais ce qu'il faut dire, en fait, il n'y a jamais eu ça. Tous les spécialistes aux États-Unis, ça a fait le tour des émissions, des podcasts, des first take et compagnie. Il n'y a jamais eu un week-end de foot comme ça. C'est dommage que ce soit pas plus démocratisé en France et en Europe parce que, franchement, c'est comme si, en fait, tu avais les 2 matchs, je dis des bêtises, des 4 matchs, des demi-finales de conférence en NBA sur des matchs 7 qui se jouent au buzzer. Parce que c'est ce qui s'est passé. Les 4 matchs se sont joués au buzzer. Les 4 matchs se sont joués soit sur un touchdown qui donne la victoire, soit sur 3 coups de pied à 3 points qui donnent la victoire. Donc c'était complètement fou avec des renversements de Prolongation, il y a une situation. prolongation aussi. Il y a eu une prolongation. Il n'y a que des matchs de fou. D'ailleurs, le match en prolongation, c'est le Kansas City Buffalo. C'était et de loin le meilleur match. En fin de temps réglementaire, il y a eu 25 points marqués en 1 minute 57. C'est jamais arrivé. C'est 1 point toutes les 5 secondes. C'était complètement fou. Et c'est pour ça que, voilà, encore une fois, aucune échelle de valeur entre les sports. Mais ce sport, il est juste complètement dingue. Il est dingue, quoi. Et du coup, on va te poser la question un petit peu bateau, mais quel est ton favori là pour cette année pour le Super Bowl? Alors, c'est marrant parce que moi, tous les ans, je fais mon petit bracket et je le laisse épingler sur Twitter. J'avais quasiment tout bien pronostiqué dans le sens où j'avais mis que les 49ers, ce serait la surprise et qu'ils battraient les Cowboys. Et j'avais aussi pronostiqué que les Bengals, ils seraient en finale de conférence et ils battraient les Titans. Donc j'avais tout bon, sauf les Packers, parce que les Packers, j'étais convaincu que ce serait eux qui gagneraient le Super Bowl. Aaron Rodgers, il a fait une saison complètement folle. Et c'est vrai que là, ça fout en l'air un peu mes pronostics. Mais si je suis en fait le fil des pronostics, le Rams 49ers qui a lieu ce week-end, il va être complètement fou. Et d'ailleurs, je vais essayer d'aller au stade. Là, je suis en train de gérer tout ça. Mais par contre, je pense que c'est les Chiefs qui vont aller au bout et qui vont gagner. Maintenant qu'il n'y a plus les Packers, les Chiefs, c'est tellement une armada offensive, c'est tellement une machine. Et puis, Patrick Mahomes, il est tellement en train de révolutionner le jeu et la Ligue et la NFL que je ne vois pas en fait qui peut l'empêcher de s'imposer. Maintenant, il faudra quand même faire attention aux Rams parce que ils ont une équipe construite de vétérans et les vétérans, quel que soit le sport, ça peut toujours faire mal. Justement, tu parles de vétérans, on te demande dans le chat, est-ce que on a peut-être vu le dernier match d'Aaron Rodgers, qui a bien craqué dans son slip, hein? Alors, il a craqué dans son slip, oui et non, parce que moi, c'est ce que je dis depuis plusieurs années. Le problème, c'est que lui est tellement fort qu'il est capable en fait d'effacer un petit peu les faiblesses de cette équipe. Mais cette équipe, il est mal entouré. Il a certes Devontae Adams, qui est considéré aujourd'hui comme le meilleur receveur de NFL, mais il n'a pas grand-chose d'autre à côté. Donc c'est vrai qu'il a tendance à se focaliser sur lui, et s'il n'est pas là ou s'il est bien couvert, bah, ça devient difficile. Moi, je pense pas qu'on a vu le dernier match d'Aaron Rodgers. Je suis quasiment sûr qu'il va revenir. Il a trop de choses à prouver. Justement, si on en reste là, ça veut dire que sa legacy, sa légende, la trace qu'il va laisser dans le sport, bah, ça va être ça. Ça va être encore une défaite en playoff. Alors certes, il a un Super Bowl, mais vu le talent qu'il a, c'est pas suffisant. Donc moi, je pense qu'il va revenir. Peut-être qu'il choisira une grosse équipe dans laquelle il pourrait aller. On parle justement des 49ers, même s'ils viennent de drafter un quarterback. On parle éventuellement aussi des Steelers de Pittsburgh, qui ont une équipe qui est presque prête pour le titre si
il trouve un bon quarterback. On parle des Titans du Tennessee aussi, qu'on, heu, tout ce qu'il faut, question, reste là. Par contre, là, ça me fait chier parce que j'ai vraiment la sensation que c'est Tom Brady qu'on va perdre et qu'il est possible qu'il prenne sa retraite et qu'il en reste là. Eh beh, tu as anticipé, ma dernière question, sur la NFL, en tout cas autour de Tom Brady. Lui, ce legacy, il a plus rien à prouver. Il pourrait, je pense, tu penses qu'il pourrait rentrer chez lui, s'occuper de maman, tranquillement? Bah, en fait, c'est ça, tu vois? Tu as mis le doigt sur le truc le plus important pour lui. I Les déclarations qui me font dire et qui nous font dire ça à tous, ces 3 derniers jours, elles sont axées sur sa famille et il dit: «C'est vrai que je l'ai beaucoup délaissé. Ma femme a toujours peur, qu'il m'arrive quelque chose sur le terrain», il faut le rappeler, hein, un petit peu comme à l'UFC ou dans les sports de combat. La NFL, c'est aussi un sport de combat. C'est un sport d'impact, c'est un sport de choc et le quarterback est mis encore plus en lumière quand il s'agit de choc et il l'a dit: «Ma femme a toujours peur que je ne revienne pas, que je prenne des mauvais coups et il faut que je sois capable de m'occuper de ma famille, de mes enfants et que je sois disponible pour eux» et il a tellement tout prouvé, bah, que c'est peut-être justement le moment d'aller voir maman et de s'occuper de maman et des petits et quand tu as Gisèle à la maison, tu as plutôt envie de t'occuper d'elle, quoi. Je crois aussi. En tout cas, cette Gisèle-là, en tout cas. Samir, une dernière question. Après, ça fait bientôt 1 heure. C'est une régalade chaque fois avec toi. Il y a beaucoup de gens qui demandent, mais comment on s'est rencontrés? Est-ce qu'on a travaillé à BIN ensemble? Et il y a des gens qui ont envie de savoir, c'est-à-dire qui te posaient la question, mais je vais te poser la question et je vais te laisser parler, je vais rire tout seul, je pense. C'est quand tu m'as vu arriver à BIN, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu m'as vu arriver dans les couloirs de BIN Sport? C'est quoi ce guignol avec ses jeans relevés aux chevilles C'était il y a et ses 8 ans Vans? déjà. C'était il y a 8 ans. C'est ouais, c'était 2012. 8 ans, 2012, c'est qui? 10 ans. Oh la vache. Ouais, 2012, c'était, 10 ans. 10 ans, ça devait être, rentrée 2012, septembre 2012 ou octobre 2012, tu arrivé peut-être un peu Moi, je suis après. arrivé en janvier pour NBA Extra. Ah, janvier Parce que 2013 alors. janvier 2013. Janvier 2013 alors, ouais, bah, presque 10 ans. Bah, je te dis, c'est quoi ce mec, avec ses jeans, relevés aux chevilles et ses Crics, ses Vans? On avait pas que des Non, Vans. On avait un petit flow avec des Vans aussi. Il y avait un outfit Vans. non, mais c'était cool, en fait, ce qu'il faut dire, au sujet de Bein, parce que moi, toutes mes expériences ont été cool, hein, que ce soit Canal, que ce soit Bein ou que ce soit RMC aujourd'hui, c'est qu'on avait une certaine liberté parce que c'était tellement une chaîne, découverte, qui émergeait, qu'on a eu la liberté de faire plein de choses et c'est vrai qu'on s'est régalé à Bein parce qu'on est arrivé à un moment où on a eu tous les sports. Il faut vraiment le dire, tous les sports, quand je parle de tous les sports, c'est tout l'omnisport. On avait la NBA, on avait la NFL, on avait de la boxe, on avait de l'athlétisme, et tout ça, c'était mes sports en plus. Donc on s'est régalé. Et toi, tu te souviens forcément du boltomètre, qui a été un ovni dans le paysage, le boltomètre. Parle-nous justement un peu du boltomètre. T'es une merde avec ton boltomètre. Tu me cassais la tête. Eh, il me faisait faire un boltomètre pendant 3 ans. Je l'ai fait. Et c'était plutôt cool à faire. Mais il faut savoir que C'était cool. sur les 3 ans, il y a une année où Bolt n'a pas couru. Et Samir voulait que je fasse 3 minutes 30 sur l'actu de Bolt, alors que le mec ne courait pas, il n'avait pas d'actu. Et des fois, il m'a même dit, cette semaine, Erwan, il y a 2 destinations à clé, il faut que tu fasses 2 boltomètres. Je fais, mais gros, tu veux que je fasse comment? Mais mine de rien, j'allais sur Google et je voyais que des nouveaux ascenseurs aux États-Unis étaient mis en place et que l'ascenseur montait à la vitesse où courait Usain Bolt. Et j'allais chercher des illustres d'ascenseurs. Je faisais un truc. Un mec avait peint Bolt. Attention, il n'avait pas de bras, il avait peint avec ses pieds. J'ai mis la chanson d'Intouchable. Je, par contre, ça m'a poussé à une créativité, ce boltomètre, c'était incroyable. Et c'était devenu un truc, c'était devenu le rendez-vous aussi de l'émission. Putain, le boltomètre, bâtard. Non, mais c'était un truc important pour nous, le boltomètre, parce que encore une fois, c'était une icône du sport, Bolt. Usain Bolt, faut quand même s'en rendre compte, c'était le Michael Jordan de l'athlétisme. Il a quand même sorti l'athlétisme de son carcan et il l'a universalisé. Et pour moi, c'était ultra essentiel éditorialement d'avoir un espèce de rendez-vous qui nous disait ce que faisait le meilleur athlète du monde et qui nous parlait du meilleur athlète du monde. Alors, c'est là aussi où toi, ça t'a poussé à la créativité, comme tu le dis, parce qu'il y avait toujours un événement culturel, il y avait toujours un événement sportif, il y avait toujours un sportif qui parlait du Usain Bolt ou un artiste qui parlait du Usain Bolt. Il y avait toujours quelque chose qui nous raccrochait à cet athlète.
Et pour moi, c'était super important de le mettre en lumière parce que c'était le meilleur ambassadeur de l'athlétisme à l'époque. Et puis grâce à toi, j'ai pu le rencontrer. Exactement, c'est C'est vrai que une tu as de vu, c'est Usain Bolt, c'est une de mes premières photos Instagram d'ailleurs. ouais, au meeting de Paris, ouais. Ouais, putain, c'était, on a On fait des était choses, allés, on était allé après la soirée Puma aussi, on avait bien rigolé. Mais toi, tu es pas trop exactement. on rigole bien en soirée, mais tu bois pas trop toi. Toi, tu es pas trop un nighter. Ah, c'est pas mon kiff. Mais tu es un bon compagnon quand même. Tu es un bon compagnon de soirée, mais tu es la sagesse plutôt. Comme ça, du coup, ça compense. Bon Samir, tu m'as régalé pendant 1 heure. Et c'est la première date dans un bed et je crois que je vais dire à tous mes prochains invités de le faire en direct d'un bed. D'être dans le pieu, bah ouais, Ça normal. va. Bon, Mais je le rappelle, t'embrasses. c'est toi ma date, c'est pas l'inverse. Bon, t'embrasses maman à côté, tu lui dis que je suis pas jaloux, et puis on se voit rapidement quand tu rentres sur Paname. Sans problème, on se tient au courant. Bisous Samir, à très vite. Allez, à bientôt. Salut. Voilà l'équipe, la date avec Samir se termine. Voilà, franchement, je me suis régalé. J'espère que vous aussi. C'est toujours cool le mercredi d'avoir comme ça des amis de mon entourage qui nous racontent un petit peu leur parcours, leurs expériences de taf ou personnelles. La semaine prochaine, je ne sais pas encore qui je vais avoir, mais ça sera forcément aussi intéressant. Merci à tous d'avoir été dans le chat. Il y a eu plein de questions avec Samir. Vous faites kiffer de plus en plus ce rendez-vous, prendre de plus en plus d'ampleur. D'ailleurs, Polo veut carrément le mettre en prime time maintenant. Take it easy, Polo. Take it easy. Merci à tous d'avoir été là. Merci à Polo pour le setup, comme d'habitude. Merci à toutes les équipes Persine. Merci à vous dans le chat, car sans vous, nous ne sommes rien. Et on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine date. Allez, il va falloir que je trouve l'amour quand même un jour avec ces dates un peu. Allez, bisous, ciao, ciao.